l'engorgement des intrants Ça n'a pas agricoles. de poids de paiement. Question financière dans un premier À temps, votre parce que avis, derrière, il pourquoi La situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. La grande distribution, un coupable idéal, c'est la thématique de cette table ronde. Est-ce que c'est facile d'accuser la grande distribution ou est-ce que quelque part on ne se tourne pas vers l'amont qui peut-être fait pas assez d'efforts? On va en parler avec Olivier Dauvert. Bonjour Olivier Dauvert, journaliste. Olivier, tu es d'accord, tu vas co-animer avec moi cette émission? C'était pas prévu, je suis pas payé, mais soyons fous. Ouais, allez, soyons fous. Philippe Guetzmann, bonjour. Bonjour. Consultant à vos côtés, donc Mathieu Terninck. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour à tous. Arboriculteur où? Arboriculteur en Picardie. Et c'est vous qui faites des pommes? Des pommes verger co-responsables. Il faut le dire. Raphaël Martinez, directeur général de pêche et abricots de France. Bonjour. Le directeur, ça suffit parce que général, ça fait un peu général d'armée, ça fait beaucoup. Et c'est quoi pêche et abricots de France? C'est la réunion de 80% des producteurs de notre filière. Voilà. Et on accueille le président de Lidl France. L'an passé, il n'était pas encore président. Cette année, il est président. Il mange des pommes. Et je mange de comme un ancien président. Très très bonnes pommes verger co-responsables. Et donc, à ce que j'ai compris, je suis le coupable autour de la table. Idéal. Idéal. On va en parler. Bravo. Je n'étais pas au courant non plus. Bon, Mathieu, qu'est-ce qui t'énerve dans la grande distribution? Ça dépend de qui on parle. En fait, il y a certaines enseignes qui respectent le producteur, qui font vraiment attention au producteur et à la production et le boulot qu'on met en avant. Et d'autres qui vont nous faire partir un quart de palette, 3-4 colis par camion. Donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, une enseigne comme Lidl respecte le producteur et j'en suis très fier. Est-ce que tu es sûr qu'on peut généraliser comme tu l'as fait? Parce qu'en gros, il y aurait les bons et les méchants au sein d'une même profession. Est-ce que finalement, il n'y a pas des bonnes pratiques un peu partout et des moins bonnes pratiques un peu partout aussi? Parce que de dire, en gros, ils sont tous méchants sauf Lidl, ou l'inverse, ça me semble quand même être un peu réducteur. Non, c'est sûr. Après, il y a certaines enseignes qui vont tout le temps taper sur le producteur, chercher du prix, chercher des promotions, chercher vraiment que du prix en permanence. Et d'autres qui vont comprendre les contraintes. Je ne sais pas si je peux citer. Vas-y, parce que moi j'ai le contrepoint derrière. Non, on peut tout dire. Voilà, après, tu prends la responsabilité de le dire. Mais oui. Tu peux tout dire. Vas-y. Après, l'année dernière, je travaillais avec une enseigne type Monoprix qui me prenait 4 colis sur une palette. Ça me coûtait plus cher le transport que d'envoyer les 4 colis sur la palette. Très intéressant, parce que ça veut dire que là, en 30 secondes, on vient de démontrer qu'il n'y a pas de lien entre le prix payé par le consommateur et la pratique d'achat. Monoprix est l'enseigne la plus chère du marché. Et à t'écouter sur ton exemple, c'est celle qui a la pratique la moins vertueuse dans ce cas-là. Ça veut dire qu'il faut arrêter de faire le lien de cause à effet entre le prix payé par le consommateur et la pratique de l'enseigne. C'est beaucoup plus compliqué que le résumé qui est parfois fait. Michel Biraud, qu'est-ce qu'il en pense, Michel? Alors, merci. Mais non, je comprends 4 colis, une palette, ou parfois même, dans beaucoup de cas, on commande des camions complets. Donc forcément, c'est un avantage pour les producteurs. Ils apprécient tous ça. Après, il faut pouvoir les passer, les volumes. Et donc je ne veux pas non plus tirer à boulet rouge sur mes concurrents. Mais par contre, alors là, on parle du volume, on parle de la logistique. Mais moi, je voudrais parler de l'origine. Ça, c'est facile. Même les 4 colis, on peut les prendre origine France. Que ce soit 4 colis ou 4 camions ou 4 palettes, on peut prendre origine France. Donc c'est surtout là où il faut déjà commencer à appuyer un peu et de dire jouons le patriotisme et faisons la pomme. En plus, la pomme, c'est un des seuls produits où on peut avoir de la cam du 1er janvier au 31 décembre, sans interruption. C'est quand même formidable. Donc jouons le jeu de l'origine. Raphaël, qu'est-ce qui t'énerve, toi? Moi, ce qui m'énerve, c'est... énervé, c'est un bien grand mot. Dans ce qui pourrait être amélioré, c'est la compréhension de la part des distributeurs sur le métier du producteur. Alors, dans certaines enseignes, et je ne veux pas les citer, dont Lidl, mais il y en a d'autres, on connaît le monde agricole, on connaît la profession, donc on est prêt à s'adapter. Dans d'autres, on ne le connaît pas du tout. On a des gens qui sont peut-être des polytechniciens ou autres, peu importe. Et donc, à un moment donné, nous, ce qui est important, par exemple, concrètement, pour notre filière, c'est ce qu'on appelle le basculement. Je démarre la saison des fruits d'été avec l'Espagne et je passe à la France. Celui qui n'y connaît rien ou qui n'a pas très envie de basculer sur l'origine France, il va laisser passer un peu de temps. Il va avoir la pression qui va monter parce que les produits français sont arrivés. Et quand tu bascules 2-3 semaines
après l'arrivée des produits français, les producteurs sont déjà mal à ce moment-là. Certains, donc, on peut anticiper, prévoir, préparer, échanger et en fait monter des partenariats qui sont gagnants-gagnants. Hein, tu veux dire que dans la grande distribution, c'est comme à l'Elysée, il peut y avoir des conseillers hors sol, des acheteurs hors sol? Oui, globalement, on a bien vu que le niveau de connaissance de métier dans les enseignes, globalement dans la distribution française, il a baissé. Donc on remet aujourd'hui des gens qui connaissent un petit peu plus dans leur métier, dans le produit. Dans les rayons, il faudra mettre beaucoup, mais bon, je pense qu'Olivier fait tout le monde autour de cette table reconnaît cette difficulté-là. Remettons de la connaissance partout et on y gagnera tous, ouais, c'est sûr. Oui, Mathieu. Un autre point à améliorer. On est positif là. On essaie de faire progresser. Non, mais en tout cas, je suis vraiment tout à fait d'accord avec Michel. Si on peut vraiment garder l'Origine France en magasin toute l'année, c'est vraiment idéal pour les producteurs. On fait le boulot en fonction. On travaille de mieux en mieux depuis des années au verger. On passe du temps. Les coûts de production augmentent. Et en fait, il faut que la grande distribution comprenne aussi que toutes nos charges, comme eux, l'électricité, les charges classiques, augmentent pour tout le monde. Donc en fait, la petite hausse qu'on demande depuis 2-3 ans, elle commence à être valorisée et je trouve ça sympa que la grande distribution nous suive. Mais Mathieu, on avait préparé l'émission, tu m'avais dit le pourcentage de marge, c'est pas bon pour faire tourner, pour faire des produits qui soient utilisés, achetés par les consommateurs. Explique un peu la logique, ce que tu aimerais. Après, moi, dans la logique, il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. Donc en fait, il y a des produits qui doivent être abordables pour tout le monde en magasin, type catégorie 1 bis, catégorie 2, en caisse compote, voilà, des trucs que tout le monde peut se permettre d'acheter. Et après, il y a des produits, des variétés haut de gamme qu'on achète bien sûr plein pot en magasin. Mais voilà, il en faut vraiment pour tout le monde et satisfaire tous les consommateurs. C'est pas ça qu'il veut te faire dire. Ouais, il veut te faire dire qu'il se gave sur ton dos. Donc essaye d'y aller un peu, sinon ça va pas aller pour le débat. Ah, voilà. Non, le pourcentage Toi, tu préférais plutôt une valeur absolue? Non, après, moi, je sais très bien, par exemple, je suis producteur, je travaille pour Lidl. Où tu travaillais, parce que ça dépend. et en fait, je sais très bien que la production est bien payée et la marge en magasin est tout le temps la même. En fait, ils ne vont pas se gaver sur les producteurs et le consommateur va trouver des prix en magasin cohérents. Il y a certaines enseignes qui vont prendre 30, 40, 50% de marge, alors que Lidl va rester constant. Ouais, tout est dit, mais tu veux parler de tes confrères. On avait invité Michel-Édouard Leclerc aussi, il n'a pas voulu venir. Donc non, mais après, t'es seul. Après, nous, c'est notre politique depuis des années et des années. Bien sûr, on n'est pas philanthrope, on doit gagner de l'argent, on doit sortir un compte de résultat, mais je pense que le prix de vente peut être le même chez tout le monde. Il y a aussi le prix d'achat, hein, parfois. Et moi, je ne les connais pas tous, je connais que le mien. Donc, en tout cas, nous, on fait le maximum pour être compétitif sur notre marché concurrentiel, tout en rémunérant correctement. Mais comme le disaient les uns les autres, c'est aussi une question de confiance, une question de transparence, une question de connaissance. Ça fait des années qu'on se connaît, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Moi, mes acheteurs, ils ne changent pas tous les 3 semaines. Hein. C'est Vincent que vous connaissez bien, certainement. Il a, je crois, 33 ans de boîte. Bon voilà, c'est des gens qui ont des connaissances et on les maintient parce que... Et après, il y a des relations aussi à travailler. On se connaît, c'est pas juste un numéro de téléphone, c'est pas juste un fournisseur, un nom de fournisseur. Non, on connaît les fournisseurs qui sont derrière, quoi. Vendredi, j'étais au brief de l'Elysée, le fameux brief où les conseillers ont annoncé effectivement l'idée de mettre les soulèvements de la terre avec les agriculteurs et Michel-Édouard Leclerc dans un même ring. Ça n'a pas vraiment marché, on va dire. Et il a été cité, Michel Biraud, en disant c'est un exemple, ce que fait Michel Biraud, en termes de contractualisation. Comme si tu avais tout compris. Non, on est loin d'être parfait, mais on essaye depuis des années de soutenir le monde agricole à notre échelle. On en a parlé tout à l'heure lors d'une table ronde. On soutient le service de remplacement qui demain peut-être aider des jeunes à s'installer. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas envie de travailler 7 jours sur 7, etc. Donc on fait plein de... C'est pas énorme, mais on montre la voie. Et si moi j'y arrive avec 7%, que les 93 autres pourcents fassent pareil et ça ferait beaucoup de jours de congé, par exemple, sur le service de remplacement. Les tripartites, c'est pareil. Pourquoi on ne l'inscrit pas dans la loi ? Alors tout le monde tape sur le fameux prix plancher, on va certainement en parler. On va en parler. Enfin, moi j'essaye juste, je suis ni avocat ni politicien, j'essaye juste de trouver des idées qui me paraissent plein de bon sens pour faire avancer le monde agricole. Et parlons-en de ce prix plancher, une vraie, fausse, bonne idée. Allez, chacun, vous allez vous positionner.
Raphaël. Probablement une bonne idée. Après, comme dit tout le monde, le diable se cachera dans les détails. Impossible à mettre en œuvre. Je vous prends un exemple. En abricot, on change de variété tous les 10 jours. Une variété nouvelle égale rendement nouveau, donc égale coût de revient nouveau. Donc pour nous, c'est infaisable. Donc c'est pas une bonne idée. Bah si, tu peux avoir des bonnes idées qui seront servent à jamais rien, mises en enfin, pratique. ouais. Ça, on en a Ok. tous les jours. Moi, je me lève tous les matins. J'ai plein de bonnes idées. Je peux pas vous dire, mais... Michel, directement, oui ou non? Alors, en mars 2018, pour Egalim 1, on avait travaillé avec des parlementaires et ils avaient rédigé un amendement qu'on avait poussé qui s'appelait prix minimum garanti pour le lait, le porc, le bœuf à titre expérimental. Bonne ou mauvaise idée, de toute façon ça n'a pas été retenu. Et ce que je dis juste, c'est que l'industriel a le droit, l'industriel qui achète le produit agricole n'a pas le droit de revente à perte. Moi, distributeur, je n'ai pas le droit de revente à perte. Eh bien, la France entière sait que sur le lait, tous les paysans sont à perte. Et on fait rien et on dit la bonne idée, c'est une mauvaise idée, c'est nul, c'est machin. Oui, ok, tous, non. Parce que dans le Nord, l'herbe est plus verte et donc le lait est meilleur et donc il gagne plus. Mais bien sûr que je sais qu'il y a autant de coûts de production que d'exploitation, mais il y a bien un SMIC en France, c'est le même pour tout le monde, et le coût de la vie n'est pas le même partout, et il y en a qui gagnent plus. Alors arrêtons de l'appeler prix plancher, appelons-le prix référence, basé sur un coût de production moyen que les interprofessions calculent tout le temps, et partons de là, et mettons la responsabilité sur le premier acheteur pour dire, je sais pas, je réfléchis à voix haute, pour dire tous ceux qui achetaient en dessous de ce coût moyen de production, il faut qu'ils se justifient pourquoi ils l'achètent en dessous. Par exemple, mais toujours dire c'est pas possible, c'est nul l'idée, qu'ils viennent avec d'autres idées. Moi, j'ai pas de problème, quoi. Raphaël. On peut quand même souligner que le seuil de revente à perte a été adopté par la majorité des filières agricoles, sauf les fruits et légumes qui ont demandé une exonération compte tenu de leur complexité. Je pense qu'on a pour les fruits et légumes qui sont un marché tous les jours. Voilà. Je pense qu'on a une spécificité. J'aime pas beaucoup parler de spécificité, mais là, en l'occurrence, il faut le respecter. Olivier, il en pense quoi? Je donne ma parole à Philippe d'abord qui n'a pas parlé et je pense que je Oui, partage assez. Donc bah, vas-y, et Philippe, après je renchéris. Après, il va dégainer à la Oui, fin de oui, mais, l'émission. Non, j'ai mais pas de il peut problème. y aller là, mais c'est à la fin. Je réserve pour la Sur fin. le prix mini, sur le prix plancher. Oui, bonne ou mauvaise idée? Je pense que c'est une vaste connerie, pour dire les choses très brutalement. C'est clair, non? Mais pour une raison qui est simple, hein, c'est que, et dans le débat de ce week-end, c'était très flou. On a lié dans l'esprit prix plancher et Egalim. La grande distribution, ça représente moins de 40% des débouchés de l'agriculture. Et la grande distribution sous Egalim, donc en sortant toutes les filières qui n'y sont pas, on doit être à moins de 30. Donc déjà, il n'y a pas de lien. Donc si le président de la République dit prix minimum sur les produits agricoles, moi j'entends sortie ferme. Alors Michel Biérot vient de le dire, évidemment les coûts de production de chaque exploitation ne sont pas les mêmes, donc déjà en trouver un, bon, c'est difficile. Mais si c'est sortie ferme, ça veut dire que ce prix de vente, ce prix plancher, s'applique à tous les débouchés. C'est-à-dire les débouchés in fine grande distribution, mais également à toute l'industrie et également à tout l'export. J'ai regardé hier le coût... Alors c'est sous votre contrôle, vous êtes plus expert que moi, mais le coût du lait, par exemple, en France, était plus de 20% supérieur au coût irlandais. Le lait irlandais étant par ailleurs d'excellente qualité. Et donc moi je pense que cette logique de prix plancher, c'est un exutoire qui est en fait la porte ouverte à l'accélération des délocalisations industrielles et de l'import. Et surtout, comme beaucoup d'autres mesures dont on nous parle sans arrêt en ce moment, c'est une façon de ne pas aborder un mot qui n'a pas été prononcé une seule fois par le président de la République, par le Premier ministre, ou la tribune tout à l'heure publiée dans les Échos par les députés futurs, enfin les candidats députés Renaissance, qui est le terme de compétitivité. C'est un mot tabou. Et tant qu'on aura ce mot tabou de ne pas l'aborder, on sera à côté du sujet. Parce que les exploitations agricoles ne pourront pas vivre sans ce travail-là. Très bien. Mathieu, bonne idée ou mauvaise? Mauvaise idée. Mauvaise idée parce qu'il y a la concurrence, on n'a pas les mêmes charges. Enfin voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc moi je suis vraiment contre. Olivier? Moi, plutôt mauvaise idée aussi, je l'ai dit ce matin sur RTL, donc je vais vous refaire mon pitch. C'est que ça veut dire qu'on va sanctuariser un prix, admettons 45 centimes pour le lait, soyons fous, que l'industriel aura tout à fait le droit d'aller chercher du lait à 40 centimes de l'autre côté de la frontière, de le transformer en France et de me vendre ces yaourts dans n'importe quelle enseigne. Ça peut être le début d'une bonne idée si, en parallèle, l'affichage de l'origine est encore plus fort
est plus évident. Ça veut dire que ce yaourt-là, s'il est fait avec du lait allemand transformé en France, bah, si on me le dit de manière claire, peut-être que le consommateur peut compenser. À l'export, néanmoins, ça ne compensera pas du tout parce que le lait français à 45 ne sera plus compétitif. Donc je vois bien l'intérêt qu'il y a, notamment l'intérêt politique, parce qu'en réalité, quand Macron dit ça, il fait de la politique avec comme échéance les élections européennes, qui est sa seule boussole, alors que quand on fait de la politique, de la grande politique économique, on devrait avoir comme horizon la compétitivité. Et là, en gros, et je ne fais pas de l'antimacronisme primaire, tu en as fait aussi, et tu as dit que tu n'en faisais pas, mais moi pas davantage, mais qu'est-ce que c'est décevant d'un président de la République d'avoir comme boussole l'élection dans 4 mois, plutôt que la ferme France dans 20 ans. Mon Dieu que c'est minable, mon Dieu que c'est minable. Philippe, on va en parler. Ouais. Vas-y. Non, je peux que partager. Moi, ce qui m'effraie là-dedans, c'est encore, je l'ai dit, cette pompe à délocalisation que ça peut engendrer et qui est absolument terrifiante. Et encore une fois, le logiciel, moi ça m'a choqué ce week-end. Le logiciel, c'est de dire, le problème, c'est, je cite, c'est parce qu'on dépense moins en proportion du budget pour s'alimenter, nos modes de vie ont changé. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On dépense chacun autour de la table et dans la salle 3 fois plus en valeur absolue qu'il y a 50-60 ans. Le problème, c'est qu'on a par contre des structures de coûts, des structures de charges qui ont explosé. Et quand on parle de Galim et de la grande distribution, on oublie quelque chose qui touche la question de l'origine, qui est très chère à Olivier, à moi aussi d'ailleurs. C'est que le marché, on parle de la grande distrib, le marché il est en train de se déplacer. La grande distribution, dans le marché alimentaire, perd à peu près 1,7 milliard de marché tous les ans, 1,7 milliard qui va vers les nouveaux circuits. Alors ça va de grands frais à la restauration qui prend le plus, aux circuits traditionnels. Quand vous allez chez Lidl, chez Carrefour, chez Leclerc, l'origine des produits bruts, vous la voyez bien. Les produits transformés, très peu. Produits transformés, donc là, les PGC, qui font 75% du marché alimentaire quand même. Donc c'est vers là que ça va. Quand vous êtes sur le hors-foyer, les autres circuits, vous le voyez très mal. Donc se dire que l'origine, qui est un bon combat, que le combat de l'origine ou autre va compenser, ça n'est pas vrai. La réalité, c'est que l'évolution de nos comportements de consommation, pour des raisons sociodémographiques, ce n'est pas des questions de mode, c'est des raisons sociodémographiques, font qu'on aura de moins en moins le choix d'échapper à cette équation de compétitivité. C'est aussi bête que ça, et l'État, il doit s'y mettre. Et on baisse des charges, baisse de la fiscalité, etc. Raphaël. Ouais, on met quelques mots-clés. Effectivement, je rejoins sur l'origine, parce que si on ne parlait que de rentabilité pure, il y a longtemps qu'un certain nombre de filières auraient disparu. Il y a un autre mot que je pense important pour nos filières, c'est le mot d'organisation. Et on voit se dessiner une petite musique, excusez-moi, je confonds 2 arts majeurs, comme dirait Gainsbourg, mais on voit cette petite musique de il faut qu'on aide les agriculteurs à s'organiser, il faut qu'on les incite à s'organiser. Les lignes directrices de l'agriculture durable que l'Union européenne a sorties là en décembre et pour lesquelles elle va accompagner les agriculteurs, organisez-vous, soyez vertueux, on vous organise et on vous donne le droit enfin de parler de coût de revient. Il faut commencer par respecter Egalim, notamment sur la filière laitière, où en gros les producteurs ne sont pas assez organisés et les laiteries font rien pour qu'ils s'organisent. Donc je veux bien que les distributeurs aient des tas de défauts, ils en ont sans doute, mais les industriels sur le respect d'Egalim dans la contractualisation avec des OP, on n'y est pas. On n'y est pas. Hein. Et pourquoi vous êtes sorti d'Egalim contractualisant? Parce que la spécificité, encore une fois, des fruits et légumes, parce que je ne vais pas faire technique, mais tu fixes un prix plutôt à un prix que le consommateur repère, un prix repère, et derrière, tu enlèves 10% de plus pour payer le producteur si tu as Egalim. Si tu n'as pas Egalim, tu ne mets pas tes 10%, donc tu payes un petit peu plus de producteur. Mais je pense que la phase qu'on a devant nous pour l'agriculture française, c'est une phase de nécessité encore d'organisation, encore plus d'organisation. Il y a des formes d'organisation qui sont souples. On n'a pas que besoin de grandes chapelles, immenses cathédrales, etc. Mais organisons-nous, continuons à nous organiser. J'ai une question pour Michel, parce que sur les prix planchers, on sent que tu en parles avec une espèce de tripe agricole. Mais si, parce que ta boussole devient le revenu agricole. Est-ce que tu entends cette idée que le risque, c'est de perdre des marchés à l'export si on met un prix du lait, admettons, à 45. On peut discuter bien sûr, 42, bien sûr, 47. Je comprends. Alors, peut-être qu'on peut parler d'un Egalim européen, il en a parlé. Ce qui est impossible. Comment ? Ce qui est impossible. Je ne sais pas, j'en ai parlé avec Jérémy De Serle pas plus tard que ce matin. On va réfléchir dessus. Mais après, encore une fois, ce n'est pas à moi de réfléchir sur ces sujets. Moi, je suis distributeur, limite, je n'ai même pas à être là. D'accord ? Moi, je réfléchis juste, et c'est vrai que je le fais... Ça m'anime parce que
Parce que j'ai plein de potes qui sont éleveurs, j'ai plein de potes, donc je sais tout, je connais tout ça, je traite les vaches, je sais faire, il n'y a pas de problème. Et ça me rend dingue que nous, on n'a pas le droit de vendre à perte, que l'industriel n'a pas le droit de vendre à perte, et que tout le monde se cogne que l'éleveur vende à perte. C'est juste ça, enfin je sais pas, ça me paraît être du bon sens, quoi. Et alors tous ceux qui critiquent, ben, je les veux, les solutions et les idées. Alors, vous avez vu que dans le titre, il y avait un coupable idéal. Le premier quart d'heure, c'était le quart d'heure contre la distribution, on va dire. Maintenant, on va s'intéresser à l'amont, aux agriculteurs. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et la compétitivité, est-ce que, justement, il n'y a pas un problème de l'amont ? Est-ce qu'il n'y a pas des fuites de compétitivité vers l'amont ? Est-ce que les agriculteurs n'achètent pas des tracteurs trop chers ? Est-ce qu'ils ne les font pas tourner assez ? Alors, je ne rentrerai pas dans ce débat, j'en sais rien. Si. Non, je ne suis pas compétent pour évoquer ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai grandi dans un discours qui n'est pas agricole, mais qui est un discours économique simple. C'est que sur un marché, si tu ne gagnes pas d'argent sur un marché, c'est soit que le marché n'est pas bon, soit que tu n'es pas bon. C'est assez binaire. Et donc, la question qui se pose, c'est si nous avons des agriculteurs qui ne gagnent pas leur vie, j'ai bien dit des et pas les. Parce qu'il faut arrêter, le revenu agricole, il a augmenté de façon continue ces dernières années. 2023 ne sera pas bon. On fait un moins 10 après un plus 30. Et en fait, le problème, ce n'est pas le revenu agricole. Le problème, c'est l'écart des revenus entre agriculteurs qui s'accroît de façon absolument colossale. Une courbe de Gauss qui est de plus en plus large. Voilà, absolument colossale. Et donc, on a des agriculteurs qui gagnent très bien leur vie. J'étais encore avec certains la semaine dernière, et tant mieux. Et peut-être qu'ils doivent la gagner encore plus parce qu'on en a besoin dans la durée. Et il y en a qui ne la gagnent pas. Et moi, je pose une question au bout, qui est celle de la concentration. C'est-à-dire que, je vais prendre une image un peu violente quand on regarde ça. Le revenu moyen des agriculteurs, profession indépendante, je parle donc des chefs d'exploitation, il fait partie des plus hauts dans la catégorie des professions indépendantes. Profession indépendante, un restaurateur, un coiffeur, profession indépendante. Si vous avez 2 salons de coiffure avec 10 bacs à shampoing et il y en a un qui fait 30 fois le chiffre d'affaires du voisin, ce qui existe en agriculture, il se passe quoi dans la vraie vie ? Il y en a un qui ferme et l'autre qui s'agrandit. Ce qu'on refuse à l'agriculture, ce n'est pas les agriculteurs qui le refusent, certains le refusent, c'est ce que les SAFER, le politique, la société, tous on refuse. On a une espèce de culte de Martine à la ferme qui est irréaliste. Nous aurons demain des petites exploitations à haute valeur ajoutée. Le domaine de la Romanée-Conti, il ne fera pas 2000 hectares. À haute valeur ajoutée, dans les comtés, dans les trucs. Mais si on doit avoir une agriculture française souveraine pour nourrir les Français au quotidien, avec des petits prix, nous n'aurons pas le choix que d'assumer qu'il y ait des exploitations plus grandes. Et c'est pas grave. Je dors très bien dans un Novotel de 1000 chambres. C'est pas un problème. Il faut qu'on l'accepte. La crise agricole qu'on a traversée, elle a une vertu. C'est qu'elle a montré le soutien théorique de la société à l'agriculture. 80% de soutien. Théorique. Oui, mais c'est génial. C'est maintenant que l'on va voir dans les prochains projets, quand on aura une ferme de 500 vaches plutôt que 10 fermes de 50 vaches, la société, elle a intérêt de suivre. Parce que si on est rationnel, économiquement, c'est évidemment mieux d'avoir une ferme de 500 vaches que 10 de 50. Environnementalement parlant, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir une ferme de 500 vaches, parce que pour les externalités, ça sera beaucoup mieux canalisé que 10 fermes de 50 vaches. Par contre, sociétalement parlant, maintenant, on va se mettre, nous les citoyens, à devoir mettre en cohérence ce qu'on a dit pendant quelques semaines, qu'on voulait des agriculteurs qui y vivent, qui se développent, qui soient heureux, avec ce qu'on leur refuse le reste du temps. Et là, le politique, il a intérêt à aller à rebrousse-poil de la société. Je reviens, pardonnez-moi sur mon langage familier, mais si le politique a des couilles, c'est maintenant qu'il va les mettre sur la table. Parce qu'il va devoir dire à la télé, écoutez les gars, vous étiez tous pour les agris. Pour les agris, il vaut mieux qu'il y ait une ferme de 500 vaches. Ouais, mais Olivier, si vous dites l'inverse... Tu as vu après la crise Covid que ça s'est pas du tout passé comme ça. Bien, le consommateur n'est pas cohérent. Je crois à la grandeur du politique et aux coronesses des politiques. J'ai peut-être tort, mais j'y crois. Et je pense qu'il y a un momentum. Parce que, et je fais un parallèle avec un autre domaine qui n'a rien à voir, et pourtant, il y a 4 ans, allez, 5, on faisait un sondage, les Français étaient majoritairement très sceptiques avec le nucléaire. Ils ont pris une sérieuse douche avec les problèmes, et là ils se sont dit, tiens, finalement, c'est pas mal. Bon, et je pense qu'on est sur ce même type de sujet. En fait, l'agriculture, par rapport à la société, elle est dans une triangulation. On voudrait à la fois des prix pas chers, acceptables, ceux de Lidl. Pas cher. Ceux de Lidl. On veut assurer la transition écologique. Je pense que, je connais même pas un agriculteur qui la veut pas. Tout le monde, on n'a pas le choix. Ça s'impose à nous. Et on voudrait, je reprends l'expression, Martine à la ferme. C'est juste pas possible. Il y a un facteur de trop. Si tu veux Martine à la ferme et des prix acceptables, nous n'aurons pas la valeur ajoutée pour faire les transitions.
si on veut les transitions et Martine à la ferme, on a des prix qui s'envolent, on ferme l'agriculture française, on va importer. Et donc ça veut dire que si on veut les prix et la transition, il faut qu'on accepte que la taille moyenne augmente. Attention, selon les filières, selon les régions, c'est variable, etc. Mais en moyenne, c'est quand même ça le mouvement. Il faut l'accepter. T'en penses quoi? J'en pense que, en fait, quand je les écoute les uns les autres, ce qui manque absolument dans ce pays, c'est la transparence. On est dans une opacité totale. Et je pense que Philippe, tu le sais bien, tu étais dans la branche avant moi, mais c'est un truc de dingue. On a fait des lois, depuis 2015, c'est une loi par an. Il y a la loi LME, on n'en parle pas. Personne ne veut en parler de la loi LME. Je suis le seul à exprimer la loi de modernisation de l'économie 2008. On est en 2024, 16 ans après. Enfin, c'est plus le même contexte. Et on part d'un tarif qui sort du chapeau, on négocie des services pour arriver à un prix d'achat qui n'a jamais pris en compte les coûts de production. Et c'est quoi 70% du business en France, de l'agroalimentaire. Et ça, personne ne veut en parler. Pourquoi? Parce que peut-être que celui qui était à l'économie, et encore aujourd'hui, que je ne sais pas en 2008, mais... Donc il manque une transparence cruelle dans ce pays, et donc on se tape tous dessus, mais au final, celui qui trinque, c'est le paysan. Et c'est ça que je trouve dommage. Donc, je le répète souvent, mais tous les consommateurs, pour moi, ils sont bipolaires dans ce pays. D'accord? On fait un sondage il y a 3 semaines. Ah ouais, il faut aider les pauvres paysans. T'es prêt à payer un peu plus? Ah bah ouais, pour sauver les mondes agricoles, ouais. Ouais. Et on en parlait il y a 2 minutes avec Raphaël. Là, on est dans le patriotisme, parce que c'est le bordel dehors. Mais on en reparle dans 6 mois? C'est fini, on aura tout oublié. Donc voilà, ça aussi, il faut le dire. Et tous ici sont d'accord de payer un super soda à 3 balles, mais ça emmerde tout le monde de payer un litre de lait à 1 euro. Moi, je voulais boire un café équitable parce que je veux soutenir les petits producteurs colombiens. Et qu'est-ce qu'on m'a proposé ici? Un café premier prix de chez Carrefour. Mais sérieusement, parce que quand ça ne nous concerne pas, la quête de valeur passe malheureusement très souvent par le prix. Quand on se sent concerné d'une manière ou d'une autre, que ce soit parce que c'est le paysan d'à côté ou parce que c'est pour sa santé, alors à ce moment-là, le prix ne fait pas tout. Et donc il y a cette hypocrisie incroyable. Et là, le rôle du politique, encore une fois, ça serait d'élever le niveau moyen de conscience du citoyen. La triangulation, qui est une théorie de Philippe, que j'aurais aimé inventer parce qu'elle est super simple à comprendre. Mais bien évidemment, le jour où vous avez un ministre de l'Agriculture qui vient expliquer cette triangulation en disant « les gars, de toute façon, vous allez en choisir 2. Vous faites ce que vous voulez, mais je vous explique qu'il n'y en a que 2 à prendre. » Eh bien, on va mettre tout le monde aligné sur un objectif qu'on aura défini. Elle est pas compliquée, je l'ai compris, sa putain de théorie. Raphaël. Ouais, puisqu'on est sur l'éducation et la connaissance, je pense qu'aussi qu'il faut qu'on explique aux consommateurs ce que c'est que la production, l'environnement, etc. Moi, je ne peux pas laisser dire notre ami Olivier qu'une exploitation de 500 hectares a plus d'externalités positives. 500 vaches. 500 ouais, voilà, vaches par rapport à 10 fois 50. Je suis sûr sur les externalités. Sûr. Alors, c'est vrai, ça peut-être, parce que tu connais mieux l'élevage laitier que l'élevage que moi. Pendant 5 ans, j'en ai trait des vaches, Voilà. donc je peux Après, t'en parler. mais par contre, il y a une notion qui n'est pas suffisamment prise en compte, c'est le coût de revient de l'action environnementale, de l'entretien de l'espace, etc. Et ça, c'est une vraie valeur, c'est un vrai coût. Qui c'est qui va aujourd'hui le payer? Est-ce que c'est encore l'agriculteur avec 3 aides européennes, ou est-ce que c'est le consommateur qui veut dire que ça fait partie du prix? Ça fait partie du prix de l'origine France aussi. Mais tu sais qu'il ne va pas payer la décarbonation, il ne va pas payer la transition, enfin autant se le dire de suite. Ben, il faut prêcher, mon ami Didier le disait tout à l'heure, c'est un prêche permanent depuis des années, il faut qu'on continue à prêcher dans ce désert de connaissances. Oui, c'est vachement intéressant. J'ai eu un débat hier avec un éminent leader agricole, on n'était pas d'accord. C'est vrai que les agriculteurs génèrent des externalités positives au-delà de leur exploitation. De fait, les paysages, l'aménagement du territoire, sont tout ce qui va derrière. La question qui se pose, et souvent on nous dit ça a de la valeur, ça coûte de l'argent, et donc c'est normal que ce soit dans le prix. Je pose une question, pour aller dans ce sens, mais je pose une question. Quand vous achetez un paquet de riz thaï, qu'est-ce que vous en avez à faire de l'état de la rizière et de la qualité des eaux en Thaïlande? Quand vous achetez un café, qu'est-ce que vous en avez à faire de l'entretien des hauts plateaux andins? Ce que je veux dire, c'est que le résultat positif, et qu'il faut valoriser, de l'agriculteur dans son environnement, a un client qui n'est pas celui qui achète à manger. Ce n'est pas le même. Celui qui va exploiter, qui va utiliser cet environnement, ce paysage, c'est d'abord les habitants. Ensuite, c'est les citoyens français collectivement par les politiques d'aménagement du territoire. Ça pourrait être, c'est une idée amusante peut-être, mais c'est les touristes. C'est-à-dire que pourquoi, par exemple, un touriste on va prendre
une des plus belles régions touristiques du monde. La route des vins d'Alsace, chère à Michel et à moi. N'importe quoi, ce débat par Deux Alsaciens qui parlent de la région, là, franchement. Est-ce que les touristes qui viennent ne devraient pas, dans leur taxe de séjour, qu'une part de cette taxe de séjour, ils viennent parce qu'ils voient des paysages qui sont entretenus par qui? Par les viticulteurs. Pourquoi cette taxe de séjour ne serait pas en partie fléchée? Parce que c'est une rémunération d'un travail qui est fait. Quand on est dans la région d'Avignon, ces paysages magnifiques, qui les entretient? Les agriculteurs. Vous voyez, c'est juste pour illustrer que le client n'est pas le même. Il y a un client qui ne paye pas et il y a un client qui paye. Sauf que le client qui paye, il ne veut pas payer pour ça. On laisse le mot à la conclusion parce qu'il est 15h30, c'est fini. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ce débat? Tu t'y retrouves ou pas en tant que producteur? En tant que producteur, il y a du pour et du contre. C'est sûr que nous, on va défendre notre travail au verger. Après, voilà, moi, je suis quand même content du chemin où on va en ce moment. Tout le monde avance du bon sens. Et en fait, qu'on explique notre travail et ce qu'on fait, tout le monde comprend. Donc, je pense que ça va s'améliorer encore dans le temps. Donc, on est sur le bon chemin. Tu es optimiste? On est sur le bon chemin. Manger des pommes éco-responsables. Alors, est-ce que je suis coupable ou pas? Est-ce qu'il est coupable ou pas? Pas plus Ah que les non, autres. tout le monde dit non. Pas plus que les Ils n'osent autres. pas trop le dire tout fort. Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. D'ailleurs, il n'y avait aucune dame. On le note. Merci beaucoup, Le messieurs. sujet était trop sérieux. C'est peut-être. On va se Non, faire ça des c'est juste amis, pour me ouais. faire Ça se détester. fait plus, ça se fait C'est plus juste des pour me blagues faire comme ça. détester. Merci T'as beaucoup plus et le droit, puis t'as plus le surtout, droit. Merci. merci à vous. Plus largement des intrants Ça n'a pas agricoles. de poids de paiement. Question financière dans un premier temps. votre avis, derrière, il La situation de l'élection du président Macron est assez agricole se prépare.